Chapitre 1, la façade parfaite. Rob Mitchell ajustait sa cravate dans le miroir de la salle de bain de son cabinet d'avocat du centre-ville. Le reflet montrait un homme qui avait tout bâti à partir de rien. À 45 ans, ses yeux gris acier exprimaient l'intensité de celui qui s'était frayé un chemin depuis un parc à caravanes de l'Oklahoma jusqu'à la tête de l'un des cabinets d'avocats les plus prospères de Denver. Chaque cicatrice, chaque callosité sur ses mains racontait l'histoire d'un homme qui avait travaillé dans le bâtiment pendant ses études de droit, et qui avait appris que le monde ne respectait que ceux qui exigeaient le respect. L'ironie ne lui échappait pas, il avait passé 20 ans à défendre des criminels, à apprendre leurs méthodes, leurs faiblesses, leurs habitudes, un savoir qui allait bientôt se révéler précieux. Diana Mitchell se tenait dans la cuisine de leur maison de 2,8 millions de dollars, ses doigts manucurés tambourinant sur le plan de travail en marbre, tandis qu'elle regardait sa fille de 18 ans, Emma, faire ses valises pour ce qui était censé être un programme d'échange culturel à Moldova. La beauté de Diana avait toujours été son arme. Cheveux blonds parfaitement coiffés, silhouette entretenue grâce à des baskets et des interventions coûteuses. Mais à 42 ans, son rôle de princesse de banlieue la rendait agacée. « Tu es sûre de vouloir ce voyage, ma chérie ?» demanda Diana à Emma, d'un ton qui ne trahissait pas l'inquiétude qu'une mère devrait éprouver. Emma, qui avait hérité de la détermination de son père et de la beauté de sa mère, leva les yeux de sa valise. « Maman, on prépare ça depuis des mois. Le département d'État a donné son feu vert. Et papa aussi. Ton père s'inquiète trop, interrompit Diana en échangeant un regard entendu avec sa sœur Caroline, qui séjournait chez eux depuis un mois. Caroline, de 2 ans sa cadette, avait toujours vécu dans son ombre, mais possédait la même nature calculatrice sous une apparence plus douce. Ce qu'Emma ignorait, c'est que Moldova avait été déclaré pays interdit de voyage 3 jours plus tôt en raison de troubles civils. Ce qu'elle ignorait également, c'est que Diana avait orchestré tout ce voyage dans le cadre d'un plan plus vaste qui allait bientôt se concrétiser. Trevor Walsh était assis dans sa BMW devant la maison des Mitchell, observant par les vitres. À 38 ans, Trevor était tout ce que Rob n'était pas. Une fortune héritée, une éducation prestigieuse et le genre de charme discret qui avait convaincu Diana qu'elle méritait mieux qu'un avocat ouvrier chanceux. La famille de Trevor possédait une chaîne d'hôtels de luxe, ce qui lui offrait une couverture parfaite pour ses voyages internationaux et ses comptes offshore. Depuis 1 an, Trevor et Diana planifiaient bien plus qu'une simple liaison. Ils planifiaient une prise de contrôle totale de la vie de Rob, de son cabinet, de ses biens, du fonds fiduciaire de sa fille que Rob gérait. Le plan était élégant dans sa simplicité. Faire sortir Emma du pays et la laisser bloquer, forcer Rob à liquider ses biens pour la sauver, puis utiliser la crise pour déclencher les clauses prénuptiales soigneusement élaborées qui laisseraient Rob sans rien. Rob rentra chez lui ce soir-là et trouva la maison grouillante d'activité. Emma montrait ses bagages à Caroline, qui filmait tout avec son téléphone pour se souvenir. Diana se tenait à proximité, le sourire un peu trop éclatant. « Comment va mon monde, voyageuse ?» demanda Rob en serrant Emma dans ses bras. Elle était sa fierté, la seule chose pure de sa vie. Préparée pour Stanford, brillante et bienveillante. Tout ce qu'il avait espéré offrir au monde. « Papa, je te promets de faire attention. » Le coordinateur du programme dit, « Je sais, ma puce. Je les ai vérifiés moi-même. » Ce que Rob oublia, c'est que son enquête avait révélé plusieurs signaux d'alarme quant à la légitimité du programme. Mais Emma était si enthousiaste et Diana si encourageante qu'il s'était convaincu d'être paranoïaque. Cette nuit-là, alors que Diana faisait semblant de dormir à ses côtés, Rob fixait le plafond. Son instinct, aiguisé par des années d'analyse des personnes dans les salles d'audience, lui criait que quelque chose n'allait pas. Diana était différente ces derniers temps, distante, mais en même temps excitée par quelque chose. Elle rendait visite à Caroline plus souvent, revenant avec des cadeaux coûteux qu'elle prétendait provenir du travail de mannequin de sa sœur. Mais Rob avait appris depuis longtemps à se fier à son instinct. Il avait commencé son enquête discrètement 3 semaines plus tôt, en engageant un détective privé nommé Luis Moreno, un ancien inspecteur de police spécialisé dans les affaires familiales. Les découvertes de Luis jusque-là étaient circonstancielles, mais troublantes. Diana fréquentait régulièrement un homme dans des hôtels de luxe, avait ouvert un compte bancaire séparé et effectué des recherches sur le droit du divorce au Colorado. Le lendemain matin, Rob se tenait dans l'allée tandis qu'Emma montait dans le taxi qui la conduirait à l'aéroport. Il la serra fort dans ses bras, respirant l'odeur de son shampoing, se souvenant de ce moment. « Je t'aime, papa. Prends soin de maman pendant mon absence. Je t'aime aussi, ma chérie. Appelle-moi dès que tu atterris. » Alors que le taxi disparaissait dans leur rue bordée d'arbres,
Rob remarqua Diana qui l'observait par la fenêtre. Et pendant un instant, son expression ne fut pas celle d'une mère inquiète. C'était celle de quelqu'un qui assiste à la mise en place d'un plan. Rob se rendit à son bureau ce jour-là, le cœur lourd, mais aussi avec l'esprit méthodique qui avait fait son succès. Il appela Louise depuis sa ligne privée. « J'ai besoin que vous accélériez l'enquête. Il se passe quelque chose, et je dois savoir quoi avant qu'il ne soit trop tard. Rob, j'ai des conclusions préliminaires. Vous devriez peut-être vous asseoir pour ça. Dites-moi simplement. Votre femme est en contact avec Trevor Walsh depuis plus d'1 an. Réunion à l'hôtel, réunion au restaurant, même un week-end à Aspen le mois dernier où elle a dit être allée au spa. Mais ce n'est pas le plus étrange. Walsh a posé des questions sur le fonds fiduciaire de votre fille, sur vos actifs professionnels, sur vos habitudes de voyage. Et Rob Moldova vient d'être inscrit hier sur la liste des personnes à ne pas voyager du département d'État. Le sang de Rob s'est glacé. Que venez-vous de dire? Votre fille se rend dans un pays qui est pratiquement sous le coup d'une interdiction de voyager. Et votre femme était au courant. Rob a raccroché et a contemplé par la fenêtre de son bureau le panorama de Denver. Il s'était bâti une réputation en défendant des personnes acculées, trahies, acculées au mur. Il savait exactement ce que faisaient les animaux acculés. Quand ils ont finalement compris la vérité, ils sont devenus des prédateurs. Excuse pour ce qu'elle a fait. Je ne les lis plus. Emma était silencieuse pendant un moment. Pensez-vous qu'ils comprendront jamais ce qu'ils ont vraiment fait? Je pense qu'ils passeront le reste de leur vie à croire qu'ils ont été victimes de circonstances indépendantes de leur volonté. Je pense qu'ils mourront en prison en croyant toujours que c'était en quelque sorte toute la faute de quelqu'un d'autre. Et tu es d'accord avec ça? Emma, j'ai appris quelque chose d'important pendant cela fonctionnement. Il y a des gens dans le monde qui voient des familles comme la nôtre comme des ressources à récolter. Ils se regardent notre amour, notre volonté de se sacrifier les uns pour les autres, et ils voient la faiblesse à exploiter. Votre mère et votre tante ont choisi de devenir ces gens. Alors, que faisons-nous maintenant? Maintenant, nous continuons à construire la vie qu'ils ont essayé de détruire. Nous utilisons ce que nous avons appris pour protéger d'autres familles. Et nous n'oublions jamais que le prix d'avoir quelque chose qui mérite d'être protégé est de détruire quiconque essaie de vous enlever de vous. Emma était silencieuse pendant un moment, puis a parlé avec une voix qui portait le même acier que celle de son père. Je t'aime, papa, et je suis fier d'être ta fille. Je t'aime aussi, ma chérie. Dormez un peu. Demain, nous commençons à planifier votre avenir à la faculté de droit, et j'ai le sentiment que vous allez changer le monde. Alors que Rob a raccroché le téléphone, il a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé depuis ce matin où Diana avait ri de la terreur d'Emma. Il avait perdu une femme et une belle-sœur qui s'étaient prouvées comme des ennemis de sa famille. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux. La certitude absolue que lui et Emma pourraient survivre à tout ce que le monde leur a jeté parce qu'ils ont compris ce que la plupart des gens n'ont jamais appris. Parfois, protéger les personnes que vous aimez nécessite de devenir quelqu'un que les autres craignent. Et parfois, c'était exactement qui vous deviez être. Chapitre 8. Le calcul. 3 ans se sont écoulés depuis l'opération de Miami, et la réputation de Rob Mitchell avait évolué au-delà des cercles juridiques de Denver. Il a maintenant été consulté par des organismes d'application de la loi à travers le pays dans des affaires impliquant une fraude familiale sophistiquée. Sa pratique était devenue quelque chose d'unique. Partie du cabinet d'avocats, groupe de conseil en partie de l'agence des gardiens pour les familles de siège. Emma terminait sa dernière année à la Stanford Law School au sommet de sa classe et était déjà recrutée par les bureaux du procureur fédéral et les entreprises prestigieuses. Mais plus important encore, elle avait passé ses étés à travailler avec son père, apprenant les aspects pratiques de la chasse aux prédateurs qui ciblaient les familles. Par une froide matinée de mars, Rob a reçu un appel qui testerait tout ce qu'ils avaient appris. Monsieur Mitchell, c'est le détective Lisa Park avec le service de police de Seattle. Nous avons une situation ici qui correspond au modèle que vous nous avez aidé à comprendre. Une famille a nommé le père, la mère et les 2 adolescentes de Henderson. La mère a disparu avec les 2 filles soi-disant lors d'un voyage mère-fille en Thaïlande. Mais la Thaïlande n'autorise pas actuellement les touristes américains en raison de troubles politiques. Rob posa son café. Depuis combien de temps sont-ils partis? 6 jours. Le père, James Henderson, est effréné. Il est un responsable logiciel d'une valeur d'environ 15 millions de dollars. Nous avons trouvé des preuves que sa femme, Linda,
avait rencontré un homme qui correspond à la description de Marcus Val. Parc de détective. Marcus Val est en prison fédérale. Il a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. Je sais, mais quelqu'un correspondant à sa description et l'utilisation de ces méthodes a fonctionné dans le nord-ouest du Pacifique. Nous pensons que nous avons affaire à un nouveau réseau qui utilise le même manuel. En quelques heures, Rob était dans un avion pour Seattle, et Emma avait reçu l'autorisation d'urgence pour rejoindre l'enquête dans le cadre de son stage principal en droit pénal. James Henderson était un homme de 48 ans qui avait l'air d'avoir vieilli 10 ans au cours de la semaine dernière. Il s'est assis dans sa maison vide de 3,2 millions de dollars à Bellevue, entouré de photos de famille qui ressemblaient maintenant à une preuve d'une vie qui pourrait se terminer. Monsieur Mitchell, je ne comprends rien de tout cela. Linda semblait heureuse. Les filles étaient enthousiasmées par le voyage. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'ils viennent de disparaître. Rob a étudié la documentation que le parc de détectives avait fournie. Monsieur Henderson, quand votre femme a-t-elle mentionné ce voyage en Thaïlande pour la première fois? Il y a environ 2 mois. Elle a dit qu'elle avait trouvé un programme spécial pour les mères et les filles, une sorte d'expérience en immersion culturelle. Elle était tellement excitée à ce sujet et les filles étaient ravies. Je pensais que c'était merveilleux qu'il se lie. Emma leva les yeux de son ordinateur portable. Papa, je ne trouve aucun programme culturel légitime pour les Américains en Thaïlande en ce moment. En fait, le département d'État décourage activement tout voyage non essentiel en Asie du Sud-Est. Monsieur Henderson, Rob a poursuivi, nous devons examiner les activités financières de votre femme, ses communications, ses modèles de voyage au cours des derniers mois, et je dois vous préparer à la possibilité que votre femme ne soit pas victime de ce complot. Elle aurait pu participer. Le visage de James Henderson est devenu blanc. C'est impossible. Linda ne blesserait jamais nos filles. C'est son monde entier. Rob et Emma ont échangé des regards. Ils avaient entendu ces mots exacts du docteur Rivera, de la propre expérience de Rob, de chaque famille qu'ils avaient aidée. La leçon la plus difficile à apprendre pour les victimes était que la personne en qui ils avaient le plus confiance pourrait être la personne qui les trahit. L'enquête a révélé un modèle à la fois familier et terrifiant. Linda Henderson avait en effet rencontré un homme qui se faisait appeler Michael Vance, qui correspondait à la description et aux méthodes physiques de Marcus Val. Elle avait progressivement déplacé de l'argent des comptes familiaux aux avoirs offshore. Elle avait fait des recherches sur les actifs commerciaux de son mari et les fonds fiduciaires de leur fille. Mais cette affaire avait une torsion qui a refroidi Rob à son cœur. Détective Park, a déclaré Emma, levant les yeux des dossiers financiers qu'ils avaient obtenus. Linda Henderson n'a pas simplement liquidé de l'argent. Elle a liquidé les fonds collégiaux des filles, leurs comptes de confiance, même leur police d'assurance maladie. Elle a nettoyé tout ce qui est connecté à leur fille. Rob sentit son sang-froid. Que dites-vous? Je dis que ce n'était pas un enlèvement pour la rançon. C'était une gomme complète. Linda Henderson a pris tout ce qui est lié à ses filles et l'a converti en espèces avant de disparaître avec eux. Détective Park les a rejoints à la table de la conférence au domicile de Henderson. Nous avons suivi la piste monétaire. Linda a converti environ 2,8 millions de dollars en crypto-monnaie et l'a transféré à des comptes que nous ne pouvons pas retracer. Mais voici la partie inquiétante. Elle a également élu des polices d'assurance vie sur les 2 filles seulement 3 semaines avant leur départ. La pièce est devenue silencieuse. Rob avait vu de nombreuses formes de trahison familiale, mais cela suggérait quelque chose au-delà de la fraude ou de l'abandon. Détective, dit soigneusement Rob. Parlons-nous d'un régime de meurtre pour l'assurance? Nous ne savons pas encore, mais les adolescentes américaines qui disparaissent en Asie du Sud-Est, les statistiques ne sont pas bonnes. Emma se leva brusquement. Nous devons les trouver maintenant. Au cours des 48 prochaines heures, Rob a coordonné les forces de l'ordre international tandis qu'Emma a utilisé son réseau croissant de contacts juridiques et académiques pour suivre les empreintes numériques. Ce qu'ils ont découvert était une opération sophistiquée qui allait bien au-delà de tout ce que le réseau de Trevor Walsh avait tenté. Michael Vance était en fait Victor Petrov, un ancien agent du renseignement russe qui est passé à la destruction familiale en tant qu'entreprise privée. Son réseau s'est spécialisé dans ce qu'ils ont appelé la liquidation de la famille totale, corrompant un membre de la famille pour éliminer tous les autres membres de la famille tout en transférant tous les actifs vers des comptes offshore. Linda Henderson n'avait pas seulement été séduite par des promesses d'argent facile. Elle avait systématiquement lavé le cerveau pendant des mois de manipulation psychologique, convaincue que son mari prévoyait de divorcer et de prendre la garde de leur fille,
que sa seule option était de frapper en premier. La percée est survenue lorsqu'Emma a découvert que le réseau de Victor utilisait une application de communication cryptée spécifique qui a laissé des traces dans les métadonnées. En travaillant avec des spécialistes du cybercrime FBI, ils ont suivi les communications à un composé à l'extérieur de Bangkok. Monsieur Henderson, a déclaré Rob, appelant James avec la mise à jour. Nous les avons trouvés. Votre femme et vos filles sont détenues dans un établissement en Thaïlande. Mais James, vous devez comprendre que ce n'est plus une mission de sauvetage. Il s'agit d'une mission de récupération. Que voulez-vous dire? Je veux dire, votre femme peut ne plus être psychologiquement capable de reconnaître qu'elle a mis vos filles en danger. Elle peut résister activement aux tentatives de sauvetage parce qu'elle a été convaincue que vous êtes la menace. L'opération internationale a nécessité une coordination entre le FBI, les autorités thaïlandaises et les entrepreneurs de sécurité privée avec lesquels Rob avait travaillé dans les cas précédents. Marcus Reed, le contact de Rob pour des situations qui nécessitaient des solutions juridiques supplémentaires, s'est envolé pour Bangkok avec une équipe de spécialistes. Le raid composé a été rapide et professionnel. Ils ont trouvé Linda Henderson et ses filles dans ce qui semblait être une situation de vie confortable jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que les filles étaient gardées droguées et conformes alors que Linda était systématiquement reprogrammée pour voir leur élimination éventuelle comme une tueur de miséricorde. Victor Petrov a été capturé avec la documentation des opérations similaires dans 12 pays. Les preuves suggéraient que son réseau était responsable des disparitions de plus de 40 familles au cours des 3 dernières années. Mais les dommages psychologiques à la famille Henderson étaient dévastateurs. Linda Henderson, confrontée à la réalité de ce qu'elle avait fait, a subi une dépression mentale complète. La combinaison de mois de manipulation psychologique et l'horreur de réaliser qu'elle aurait presque causé la mort de sa fille lui a laissé dans un état catatonique qui nécessiterait des années de traitement psychiatrique. Les 2 filles de Henderson, Sarah, 16 ans, et Michelle, 14 ans, avaient été maintenues dans un brouillard induit par la drogue pendant des semaines, mais étaient physiquement indemnes. Cependant, ils avaient entendu suffisamment de conversations pour comprendre que leur mère avait planifié leur mort pour de l'argent. Rob et Emma sont retournés à Seattle avec la famille Henderson, regardant James lutter pour réconforter les filles qui étaient terrifiées par leur propre mère et pour faire face à une femme qui pourrait ne jamais récupérer sa santé mentale. Comment pouvons-nous aller de l'avant? James a demandé à Rob pendant le vol de retour. Comment expliquer à mes filles que leur mère allait les faire tuer? Comment puis-je les aider à faire à nouveau confiance à quelqu'un? Emma a répondu avant que Rob ne puisse parler. Vous commencez par leur montrer que certaines personnes se battent pour les familles au lieu de les détruire. Vous leur montrez qu'il y a des gens dans le monde qui risqueront tout pour protéger les enfants. Et vous leur apprenez à reconnaître les prédateurs afin qu'ils ne soient plus vulnérables. James a regardé Emma avec quelque chose qui s'approchait de la crainte. Quel âge avez-vous? 21 et j'ai appris ces leçons parce que ma propre mère a essayé de me faire kidnapper et de tuer pour de l'argent. Et comment vas-tu? Comment êtes-vous si fort? Emma jeta un coup d'œil à son père. Parce que j'avais quelqu'un qui s'est battu pour moi au lieu de m'abandonner. Parce que j'ai appris que le monde est plein de gens qui blesseront les enfants à but lucratif, mais il est également plein de gens qui détruiront ces prédateurs pour protéger les familles. Lorsqu'ils ont atterri à Seattle, Rob et Emma ont aidé la famille Henderson à passer à une nouvelle réalité. James aurait besoin de reconstruire sa relation avec ses filles tandis que sa femme a subi un traitement psychiatrique dans un établissement sécurisé. Les filles auraient besoin d'une thérapie approfondie pour traiter leur traumatisme et la trahison de leur mère. Mais ils survivraient parce qu'ils avaient appris la même leçon que Emma avait apprise. Lorsque les prédateurs ciblent votre famille, vous ne négociez pas. Vous ne pardonnez pas. Vous n'essayez pas de comprendre leur motivation. Vous les détruisez complètement. Ce soir-là, Rob et Emma se sont assis dans leur chambre d'hôtel en débriefant l'affaire. Papa, combien de réseaux supplémentaires comme celui-ci fonctionnent? Trop. Mais Emma, nous ne combattons plus seulement les criminels individuels. Nous construisons quelque chose de plus grand. Un réseau de familles qui ont survécu à ces attaques et qui sont déterminées à protéger d'autres familles. Que voulez-vous dire? Je veux dire, James Henderson va passer le reste de sa vie à s'assurer qu'aucun autre père ne perd sa famille auprès des prédateurs. Le docteur Rivera finance des opérations internationales pour traquer ces réseaux. Chaque famille que nous économisons fait partie d'une force plus importante qui se consacre à détruire les personnes qui ciblent les enfants. Emma hocha la tête de compréhension. Nous ne pratiquons plus le droit. Nous faisons la guerre. Nous protégeons la civilisation.
RAL corrigé. Parce qu'à la base, la civilisation consiste à protéger les familles, à protéger les enfants, à garantir que l'amour et la confiance ne sont pas seulement des faiblesses à exploiter. Et qu'en est-il des personnes qui choisissent de devenir des prédateurs? L'expression de Rob était du granit. Ils obtiennent exactement ce qu'ils méritent. Alors qu'il se préparait au sommeil, Emma a réfléchi à la façon dont sa vision du monde a évolué depuis ce matin-là quand elle avait embrassé son père au revoir et est montée dans un taxi pour ce qui était censé être un voyage d'échange culturel. Elle avait appris que le monde était beaucoup plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé, mais aussi qu'il y avait des gens prêts à combattre ces dangers. Plus important encore, elle a appris que parfois la protection des innocents devait devenir quelqu'un capable de grande violence, et que la miséricorde a montré aux gens qui détruiraient les familles n'était qu'une autre forme de cruauté envers leurs victimes. Demain, ils rentraient chez eux pour Denver et commençaient à planifier leur prochain cas. Parce que dans un monde plein de prédateurs, le travail de protection des familles n'a jamais pris fin. Chapitre 9, Héritage d'acier. 5 ans après l'opération de Seattle, Emma Mitchell s'est tenue devant le comité judiciaire du Sénat américain, confirmée comme le plus jeune procureur fédéral de l'unité spécialisée des crimes contre les familles du ministère de la Justice, une division qui avait été créée en grande partie en raison des affaires qu'elle et son père avaient développées. À 26 ans, Emma avait poursuivi plus de réseaux de destruction familiale que tout avocat de l'histoire américaine. Son taux de réussite était parfait. Chaque prédateur qu'elle avait chassé avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Madame Mitchell. La sénatrice Patricia Williams a demandé lors de l'audience de confirmation. Certains critiques ont fait valoir que vos méthodes de poursuite sont inhabituellement agressives, que vous ne faites aucune pitié aux défendeurs qui prétendent avoir été manipulés pour trahir leur propre famille. Comment réagissez-vous à ces critiques? La voix d'Emma était stable et contrôlée. Le sénateur Williams. Au cours des 5 dernières années, notre unité a empêché les meurtres de 127 enfants et la destruction de 89 familles. Nous avons récupéré plus de 340 millions de dollars en actifs volés et démantelé des réseaux internationaux qui traitaient des familles américaines comme des ressources à récolter. Je ne montre pas la miséricorde aux personnes qui assassineraient les enfants à but lucratif parce que la miséricorde aux prédateurs est la cruauté envers leurs victimes. Mais qu'en est-il de la réhabilitation? Qu'en est-il de la possibilité que certains de ces défendeurs puissent être réformés? L'expression d'Emma n'a pas changé. Le sénateur, ma mère a essayé de m'avoir assassiné à l'âge de 18 ans. Elle pensait que j'étais une victime acceptable dans son plan pour voler le travail de la vie de mon père. Aurais-je dû montrer sa miséricorde? Aurais-je dû prioriser sa réhabilitation sur la sécurité des autres enfants? La pièce était silencieuse. Tout le monde au sein du comité savait que l'histoire d'Emma, mais entendre son référence si directement était toujours surprenante. Ce que j'ai appris de la trahison de ma mère, c'est que les gens qui sont prêts à sacrifier les enfants pour de l'argent ont franchi une ligne que la société civilisée ne peut tolérer. Ils ont démontré qu'ils considèrent les enfants comme des ressources consommables plutôt que comme des êtres humains qui méritent une protection. Une fois que quelqu'un a fait ce choix, il a perdu son droit de participer à la société civilisée. Le sénateur Williams a appuyé davantage. Madame Mitchell, ne pensez-vous pas que votre expérience personnelle pourrait vous faire biaiser dans ces cas? Le sourire d'Emma était froid. Le sénateur, mon expérience personnelle me rend particulièrement qualifié pour reconnaître les prédateurs et comprendre leurs méthodes. Chaque procureur apporte son expérience de vie à son travail. Mon expérience comprend la survie du type de crime que je poursuivais maintenant. Le vote de confirmation était unanime. Ce soir-là, Emma s'est assise avec son père dans son bureau de Denver, qui avait évolué vers le siège de ce qui était maintenant appelé le Family Protection Network, une coopération entre les forces de l'ordre fédéral, les sociétés de sécurité privées et les familles qui avaient survécu aux attaques prédatrices. Je suis fier de toi, ma chérie, dit Rob, élevant son verre de whisky dans un toast. Procureur fédéral à 26 ans, et vous allez diriger l'unité la plus importante du ministère de la Justice. Je n'aurais pas pu le faire sans apprendre des meilleurs, a répondu Emma, tirant son verre contre le sien. Papa, j'ai quelque chose à vous parler de maman. L'expression de Rob s'est endurcie. Et elle? Elle est décédée la semaine dernière. Crise cardiaque dans l'infirmerie de la prison. Tante Caroline a appelé la prison en essayant d'organiser des funérailles, mais maman avait précisé dans son testament qu'elle ne voulait pas que la famille soit contactée. Rob était silencieux pendant un long moment. Que pensez-vous de cela? Soulagé, a déclaré Emma sans hésitation.
Soulagé qu'elle ne puisse jamais blesser personne d'autre. Soulagé que je n'aurai jamais à me demander si elle pourrait sortir tôt. Soulagé que tous les enfants que je pourrais avoir ne soient jamais menacés par leur propre grand-mère. Et Caroline, toujours en prison, écrivant toujours des lettres demandant de l'argent. Refusant toujours d'accepter la responsabilité de tout ce qu'elle a fait. Rob hocha la tête avec une sombre satisfaction. Bon. Laissez-la mourir aussi en prison. Croyant toujours qu'elle a été victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Emma a regardé son père avec un profond respect et une compréhension. Vous savez ce que j'ai réalisé lors de mon audience de confirmation? Ils ont continué à poser des questions sur la miséricorde et la réhabilitation, mais ils demandaient vraiment si je pense qu'il y a des gens qui méritent d'être détruits. Plutôt que sauvés. Et que leur avez-vous dit? Je leur ai dit la vérité. Il y a des gens dans ce monde qui considèrent les enfants comme des pertes acceptables dans leur quête de l'argent et du pouvoir. Ces gens ont déclaré la guerre à la civilisation elle-même et ils méritent de perdre complètement cette guerre. Rob a à nouveau levé son verre à Emma Mitchell, procureur fédéral et protecteur des familles. Pour Rob Mitchell, qui m'a appris que la protection parfois de la protection de l'innocence nécessite de devenir quelqu'un que les autres craignent. Alors qu'ils terminaient leur boisson, le téléphone d'Emma a bourdonné de sa première affectation en tant que procureur fédéral. Un réseau opérant à Las Vegas visait les familles des militaires, utilisant les enfants de soldats déployés comme effet de levier pour voler leurs avantages militaires et leurs allocations de logement. Papa, on dirait que je vais avoir besoin d'un consultant dans cette affaire. Quelqu'un ayant de l'expérience dans la protection familiale et la chasse aux prédateurs. Rob sourit. Je suppose que je pourrais prendre du temps dans mon emploi du temps. Bon. Parce que ces gens ciblent les enfants militaires et que je veux m'assurer que nous les détruisions si complètement qu'il envoie un message à tous les autres réseaux de prédateurs du pays. Quel genre de message? L'expression d'Emma était de l'acier pur. Ce ciblage des familles américaines est la dernière erreur qu'ils feront jamais. Alors qu'il se préparait à quitter le bureau, Rob a réfléchi à la transformation de sa fille d'un jeune de 18 ans de confiance en un procureur fédéral qui a été craint par les criminels sur plusieurs continents. Certaines personnes pourraient voir cette transformation comme une tragédie, la perte d'innocence qui n'aurait jamais dû être nécessaire. Mais Rob l'a vu différemment. Il a vu une jeune femme qui avait appris les dures réalités du monde et avait choisi de devenir gardien plutôt qu'une victime. Il a vu quelqu'un qui comprenait que le prix de la protection de la bonté était disposé à détruire le mal sans hésitation ni regret. Plus important encore, il a vu quelqu'un qui s'assurerait que les générations futures d'enfants ont grandi dans un monde où les prédateurs ont compris que le ciblage des familles apporterait des conséquences rapides, certaines et finales. 3 jours plus tard, Emma se tenait dans une salle d'audience de Las Vegas, livrant sa déclaration d'ouverture aux États-Unis contre Morrison, l'affaire contre le réseau de ciblage de la famille militaire. Mesdames et messieurs du jury, les accusés dans cette affaire ont examiné les familles des militaires, les familles où les pères et les mères sont déployés à l'étranger en défendant notre pays, et ils ont vu des opportunités. Ils ont vu des enfants qui pourraient être menacés, des conjoints qui pourraient être isolés et des avantages qui pourraient être volés. La voix d'Emma portait l'autorité de quelqu'un qui avait passé des années à chasser les prédateurs et qui comprenait exactement comment ils pensaient. Au cours des 2 prochaines semaines, vous entendrez des preuves que ces défendeurs ont systématiquement ciblé les familles des soldats déployés, en utilisant leurs enfants comme effet de levier pour voler des allocations de logement militaire, des avantages éducatifs et des salaires de combat. Vous entendrez des enregistrements de ces accusés riant de la terreur qu'ils ont causée aux enfants militaires. Vous verrez des dossiers financiers montrant comment ils ont converti des avantages militaires volés en richesses personnelles. Elle s'arrêta, établissant un contact visuel avec chaque juré. Mais surtout, vous comprendrez que ces défendeurs ont déclaré la guerre aux familles des militaires américains et que cette poursuite est notre réponse à cette déclaration de guerre. Le procès a duré 8 jours. Les condamnations ont été unanimement à tous les chefs d'accusation. Les peines étaient à vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'Emma quittait le palais de justice, elle a trouvé son père en attendant sa voiture. « Comment vous sentez-vous de ranger votre premier réseau majeur en tant que procureur fédéral ?» il a demandé. « On a l'impression que nous gagnons enfin cette guerre », a répondu Emma. « Chaque réseau que nous détruisons, tous les prédateurs que nous éliminons, chaque famille que nous économisons, nous construisons un monde où les enfants peuvent grandir sans avoir à apprendre ce que nous avons appris. » Et si de nouveaux prédateurs émergent, le sourire d'Emma était prédateur. Ensuite, nous les détruirons trop sans pitié, sans hésitation, car c'est ce que signifie protéger les familles. Alors qu'il traversait Las Vegas vers l'aéroport,
Rob a ressenti une profonde satisfaction en sachant que sa fille était devenue tout ce qu'il espérait et plus encore. Elle était brillante, forte, implacable et complètement engagée à protéger l'innocence en détruisant ceux qui l'exploiteraient. Ils ont tous deux appris la leçon la plus difficile de tous, que l'amour qui vaut la peine de protéger a obligé la volonté de devenir quelqu'un que les autres craignaient. Et ils ont tous deux accepté cette responsabilité sans réserve. Dans les années qui ont suivi, Emma Mitchell deviendrait le procureur le plus redouté d'Amérique parmi ceux qui ont ciblé les familles. Elle construirait un réseau de professionnels de l'application des lois, des spécialistes de la sécurité privée et des familles de survivants qui feraient disparaître les réseaux de destruction familiale aux États-Unis et de plus en plus dangereux d'opérer n'importe où dans le monde. Et elle n'oublierait jamais la leçon que son père lui avait appris que lorsque les prédateurs visent votre famille, vous ne négociez pas. Vous ne compromettez pas. Vous ne faites pas preuve de miséricorde. Vous les détruisez complètement. Et vous vous assurez qu'ils n'ont jamais la possibilité de blesser personne d'autre. Parce que c'est ce que signifie protéger les personnes que vous aimez dans un monde plein de prédateurs qui comptent sur le fait que leurs victimes soient trop civilisées pour riposter. Emma Mitchell était la preuve vivante que parfois la chose la plus civilisée que vous puissiez faire est de devenir quelqu'un que les prédateurs craignent plus que la mort elle-même. La guerre contre les destroyers familiaux était loin d'être terminée. Mais à chaque victoire, avec chaque réseau détruit, chaque prédateur éliminé, l'équilibre changeait. Et à la fin, les prédateurs apprendraient ce que Rob et Emma Mitchell avaient toujours su. Qu'il y a certaines choses qui méritent d'être protégées et certaines personnes prêtes à devenir des monstres pour les protéger. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai. Chapitre 2. Le piège jaillit. L'appel d'Emma est arrivé à 2h47, heure de Denver. Rob était déjà réveillé, après avoir passé la nuit à se renseigner sur la situation politique actuelle de Moldova et son inquiétude grandissait d'heure en heure. Papa, la voix d'Emma était faible, effrayée. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Le coordinateur du programme ne s'est jamais présenté à l'aéroport, et l'adresse qu'ils m'ont donnée n'existe pas. L'ambassade est fermée pour urgence, et je ne trouve pas mon passeport. La main de Rob se serra sur le téléphone. Comment ça, tu ne trouves pas ton passeport? Il a disparu, papa. Je l'avais quand j'ai passé la sécurité à Denver, mais quand je suis arrivé à Kisha, il n'était plus dans mon sac. Les fonctionnaires ici disent que je ne peux pas partir sans lui, et le consulat américain ne répond même pas au téléphone. Pendant que Rob était au téléphone avec Emma, Diana était assise dans le salon avec Caroline. Tous deux écoutaient chaque mot grâce au babyphone qu'ils avaient caché dans le bureau de Rob quelques mois plus tôt. Le visage de Diana exprimait une satisfaction froide. Pauvre petite Emma, dit Caroline d'une voix teintée de fausse sympathie. Bloquée dans un pays étranger, sans argent, sans papier. Que va faire papa? Diana sourit, l'expression transformant son beau visage en une expression hideuse. Il va liquider tout ce qu'il pourra, les comptes retraites, les actifs de l'entreprise, et peut-être même vendre son précieux cabinet d'avocat. Et ce jour-là, notre ami Trevor sera prêt à l'aider à commettre des erreurs très coûteuses. Ce que Diana ignorait, c'est que Rob avait installé son propre système de surveillance dans la maison 6 mois plus tôt, après que son instinct d'avocat lui eût crié au scandale. Chaque mot de leur conversation était enregistré sur un serveur cloud sécurisé auquel seul Rob avait accès. Rob passa l'heure suivante au téléphone avec des représentants du département d'État, du personnel de l'ambassade et quiconque pouvait l'aider. L'histoire était toujours la même. Moldova était en plein chaos. Les citoyens américains étaient évacués dès que possible, mais Emma aurait besoin des documents nécessaires avant de pouvoir partir. Un passeport de remplacement prendrait des semaines à traiter par les voies normales. Puis vint l'appel qui mit tout au clair. Monsieur Mitchell, ici Trevor Walsh. Je crois comprendre que vous avez des difficultés avec la situation de votre fille à l'étranger. La voix de Rob était glaciale. Comment savez-vous exactement pour ma fille? J'ai des contacts dans le monde des affaires internationales. Je pourrais peut-être vous aider moyennant finance. Voyez-vous, je connais des gens qui peuvent accélérer certaines procédures, faire passer des documents par des voies qui prendraient autrement des mois, mais le temps, c'est de l'argent, et mes contacts ne travaillent pas gratuitement. De quoi parlez-vous? Je parle de 3 millions de dollars transférés sur un compte que je préciserai. En échange, votre fille rentrera saine et sauve chez elle dans les 48 heures.
considérez cela comme une transaction commerciale. Rob sentit la rage monter dans sa poitrine, mais sa voix resta contenue. Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai accès à une telle somme dans un délai aussi court? Allons, monsieur Mitchell. Vous êtes un avocat prospère avec un cabinet florissant. Je suis sûr que tu peux liquider des actifs, puiser dans des comptes. La sécurité de ta fille vaut bien ce qu'elle coûte, n'est-ce pas? Après avoir raccroché, Rob s'assit dans son bureau et commença à voir la situation dans son ensemble. Le passeport d'Emma n'avait pas été perdu. Il avait été volé, probablement par quelqu'un qui travaillait pour Trevor. Le faux programme d'échange culturel avait été conçu pour l'emmener à Moldova au moment même où le pays devenait dangereux. Et maintenant, Trevor se présentait comme la seule solution, exigeant de l'argent qui ruinerait Rob et le forcerait à vendre ses biens les plus précieux. La dernière pièce du puzzle arriva lorsque Rob rentra chez lui et entendit Diana au téléphone dans leur chambre. C'était hilarant, dit Diana d'une voix pleine d'amusement cruel. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a compris que le programme était bidon. Elle se tenait là, à l'aéroport, sans nulle part où aller. Le rire de Caroline était tout aussi glacial. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait réussi. Petite Miss parfaite, coincée sans passeport dans un pays en ruine. Papa va devoir choisir entre son argent et sa précieuse fille. Et quand il choisira Emma, comme on le sait, il perdra tout le reste. Le contrat de mariage entrera en vigueur s'il liquide plus de 40% de ses biens dans un délai de 6 mois. Trevor m'obtient. J'obtiens la moitié de ce qui reste et Rob peut repartir de zéro. Rob se tenait dans son couloir, écoutant sa femme et sa belle-sœur célébrer la terreur de leur fille et sa destruction imminente. Le son de leur rire resterait gravé dans sa mémoire à jamais. Mais Diana et Caroline avaient commis une erreur cruciale. Elles avaient supposé que Rob jouerait selon leurs règles, suivrait le chemin qu'elle lui avait tracé. Elles avaient oublié qu'il avait passé 20 ans à apprendre comment les criminels pensent, comment ils planifient, comment ils se rendent vulnérables. Rob n'a pas crié. Il ne les a pas affrontés. Il n'a pas proféré de menaces émotionnelles ni lancé de s'il vous plaît désespérément. Au lieu de cela, il a commencé à agir. Le premier appel a été adressé à Luis Moreno. J'ai besoin que vous fouilliez plus profondément dans les affaires de Trevor Walsh. Dossier financier, transactions commerciales, tout ce qui est illégal ou douteux. L'argent, pas d'objection. Le deuxième appel concernait un autre contact, Marcus Reed, un ancien client qui avait été inculpé de meurtre pour vice de forme et qui dirigeait désormais certaines entreprises opérant dans des zones d'ombre juridiques. Marcus devait la vie et la liberté à Rob. J'ai besoin d'une faveur, Marcus. Le genre de service qui exige une discrétion absolue et des compétences pointues. De quoi avez-vous besoin, maître? J'ai besoin qu'on me confisque un passeport à quelqu'un qui n'y est pas censé. J'ai besoin que cela se fasse discrètement et que la personne qui l'a pris comprenne qu'elle a commis une grave erreur. Le troisième appel concernait sa banque, où il avait commencé à mettre en place des instruments financiers qui ressemblaient à des liquidations d'actifs, mais qui étaient en réalité des pièges sophistiqués destinés à attraper quiconque tenterait de le voler. Au matin, les pièces du puzzle étaient en place. Diana et Caroline se réveillèrent et trouvèrent Rob déjà parti, ayant laissé un mot disant qu'il était au bureau pour organiser le sauvetage d'Emma. Elles ignoraient que la police était déjà postée devant le luxueux appartement de Trevor Walsh, muni de mandats que Rob avait aidé à obtenir grâce à ses nombreux contacts dans les forces de l'ordre. Ils ignoraient que le passeport d'Emma était déjà récupéré par des spécialistes de ce genre de choses. Et ils ignoraient que leurs conversations téléphoniques, leurs réunions, toute leur conspiration avait été documentée d'une manière qui allait bientôt leur compliquer la vie. Diana consulta son téléphone et trouva un SMS de Trevor. La phase 2 commence aujourd'hui. D'ici ce soir, il sera ruiné. Elle sourit et le montra à Caroline. Ce sera encore plus facile que prévu. Aucun d'eux ne remarqua les SUV noirs garés de l'autre côté de la rue depuis l'aube. Chapitre 3. Dévoiler les vérités. Le téléphone sonna à 6 heures précises, tirant Diana de son sommeil. Le nom de Trevor apparut à l'écran, mais lorsqu'elle répondit, sa voix était tendue par la panique. Ils ont tout pris, Diana. Le FBI, le fisc, la sécurité intérieure, ils appellent ça une enquête pour fraude internationale. Ils ont gelé tous mes comptes, saisi mes ordinateurs, et ils parlent de blanchiment d'argent et de falsification de documents. Diana se redressa dans son lit, le cœur battant. De quoi parles-tu? Comment ont-ils pu? Je ne sais pas, mais ils n'arrêtent pas de poser des questions sur Emma Mitchell,
sur Moldova, sur une sorte de fraude au passeport. Diana, ils sont au courant. De l'autre côté de la ville, Rob, debout dans son bureau, regardait les informations avec une satisfaction sombre. Les médias décrivaient l'opération comme une importante opération de démantèlement d'un réseau international de fraude documentaire opérant depuis le quartier des hôtels de luxe de Denver. Le nom de Trevor Walsh figurait en bonne place comme chef présumé du réseau. Luis Moreno était assis en face du bureau de Rob, un épais dossier ouvert devant lui. « Ton ami Marcus travaille vite. » Le passeport d'Emma a été retrouvé auprès d'un service de messagerie que Trevor avait engagé. Le coursier s'est montré très coopératif une fois que les hommes de Marcus lui ont expliqué la situation. Apparemment, Trevor dirigeait une activité parallèle de vente de passeports américains volés aux plus offrants. Emma n'était qu'une transaction parmi d'autres, et l'enquête fédérale était déjà en cours. L'hôtellerie de Trevor était une façade pour transférer de l'argent pour des clients internationaux très peu recommandables. Quelques coups de fil aux bonnes personnes, quelques informations sur ses activités actuelles, et soudain, son opération devint une cible prioritaire. Parfois, les criminels sont faciles à attraper. Le téléphone de Rob vibra, accompagné d'un SMS d'Emma. « Papa, il s'est passé quelque chose de très étrange. Un homme de l'ambassade s'est présenté avec mon passeport et m'a annoncé qu'un vol d'évacuation d'urgence était en cours. Je suis à l'aéroport. Je serai à la maison ce soir. » Ce qu'Emma ignorait, c'est que Marcus Reed avait des contacts dans toute l'Europe de l'Est et que son évacuation d'urgence avait été organisée par des canaux extérieurs aux procédures diplomatiques habituelles. De retour chez les Mitchell, Diana arpentait la cuisine tandis que Caroline regardait les informations avec une horreur croissante. « Ils traitent Trevor de cerveau criminel, » dit Caroline d'une voix tremblante. « Ils disent qu'il a volé des passeports, blanchi de l'argent pour des organisations terroristes, mis en place de faux programmes de voyage pour kidnapper des Américains à l'étranger. » Diana, et s'il nous mettait sur la piste? Le téléphone de Diana sonna de nouveau. Cette fois, c'était son avocat, Richard Koslow, un homme qu'elle avait consulté secrètement au sujet d'une procédure de divorce. Diana, je vous appelle pour vous informer que je ne peux plus vous représenter. J'ai été contacté par les autorités fédérales au sujet de certaines conversations que nous avons eues concernant les biens de votre mari et les préparatifs de voyage de votre fille. Je dois vous trouver un nouvel avocat immédiatement. La ligne a été coupée. Diana fixait le téléphone, son monde idéal commençant à s'écrouler. Cet après-midi-là, l'inspectrice Sarah Quinn a frappé à la porte d'entrée des Mitchell. C'était une femme compacte d'une trentaine d'années, avec cette concentration intense due à des années de délinquance financière. « Madame Mitchell, je suis l'inspectrice Quinn de la police de Denver. Je dois vous poser quelques questions sur votre relation avec Trevor Walsh et le récent voyage de votre fille à Moldova. » Les mains de Diana tremblaient lorsqu'elle a conduit l'inspectrice dans le salon où Caroline regardait encore les informations. « Je ne comprends pas, Trevor n'est qu'un ami. Je ne sais rien de ses activités professionnelles. » L'inspectrice Quinn a ouvert son carnet. « Madame Mitchell, nous avons des relevés d'hôtel montrant que vous avez rencontré Monsieur Walsh plus de 30 fois au cours de l'année écoulée. Nous avons des relevés bancaires montrant des activités financières inhabituelles sur des comptes vous concernant, ainsi que des enregistrements de conversations concernant les préparatifs de voyage de votre fille et le patrimoine financier de votre mari. » Caroline a parlé d'une voix aiguë et nerveuse. « Des conversations enregistrées. C'est impossible. Nous n'avons jamais. » Madame Parker. L'inspectrice Quinn s'est tournée vers Caroline. « Nous sommes également au courant de votre implication. D'ailleurs, nous avons une vidéo de vous filmant Emma Mitchell en train de préparer ses bagages pour son voyage, vidéo que vous avez ensuite envoyée aux associés de Monsieur Walsh à Moldova. » Diana a senti la salle tourner. « Je veux un avocat. »« C'est votre droit, Madame Mitchell. Mais je dois vous informer que votre mari a été très coopératif dans notre enquête. Il nous a fourni une documentation détaillée sur ce qui semble être un complot visant à l'escroquer et à mettre sa fille en danger. » Alors que l'inspectrice Quinn partait, Diana s'est tournée vers Caroline, les yeux écarquillés. « Rob sait. Il sait tout. » Caroline pleurait. « Je vous avais dit que c'était trop compliqué. Je vous avais dit que nous aurions dû divorcer normalement et prendre la moitié. La moitié n'était pas suffisante. » Diana s'écria, « Je mérite plus que la moitié. Je mérite tout. » Ce soir-là, l'avion d'Emma atterrit à l'aéroport international de Denver. Rob l'attendait à la porte d'embarquement, et lorsqu'elle se jeta dans ses bras, il la serra plus fort que jamais. « Papa,
j'avais tellement peur. Plus rien n'avait de sens là-bas. Le programme était faux. Mon passeport avait disparu. Et puis soudain, un type de l'ambassade débarque et tout est réglé. Parfois, les choses s'arrangent quand on s'en occupe, dit Rob en lui caressant les cheveux. Je suis content que tu sois saine et sauve. Tandis qu'il traversait l'aéroport, Emma racontait sa brève et terrifiante aventure, mais Rob avait l'esprit ailleurs. Dans sa poche, son téléphone vibrait. Avec des nouvelles de Louis et Marcus. Trevor était en détention fédérale, sous le coup d'accusations qui le condamneraient à des décennies de prison. Diana et Caroline étaient sur le point d'avoir leurs propres problèmes judiciaires, et les pièges financiers tendus par Rob commençaient à se déclencher. Les virements bancaires que Diana et Trevor espéraient qu'il effectue étaient certes préparés, mais ils menaient à des comptes qui déclenchèrent immédiatement les systèmes de surveillance fédéraux destinés à détecter le blanchiment d'argent. Les liquidations d'actifs qu'ils pensaient devoir le détruire étaient en réalité soigneusement orchestrées pour révéler leurs propres activités illégales. À leur arrivée, la maison était plongée dans le noir. Diana et Caroline avaient disparu avec plusieurs objets de valeur. Des bijoux et des œuvres d'art que Diana avait achetés au cours de l'année précédente. Rob trouva un mot sur le comptoir de la cuisine, parti chez des amis en attendant que tout cela se calme. Emma regarda la maison vide avec confusion. Où est maman? Où est tante Caroline? Rob posa les mains sur les épaules de sa fille, la regardant dans les yeux, des yeux qui reflétaient sa détermination et sa force. Emma, il y a des choses dont nous devons parler. Des choses sur ta mère que tu dois savoir. Alors qu'il commençait à lui expliquer la vérité sur son voyage, sur le complot, sur la trahison, l'expression d'Emma passa de la confusion au choc, puis à une colère froide qui rappela à Rob de qui elle était exactement la fille. Elle a essayé de me faire kidnapper. La voix d'Emma était basse, mais elle avait la même pointe dangereuse que celle de Rob lorsqu'il avait décidé d'arrêter de jouer la défense pour jouer l'attaque. Elle l'a fait, et elle allait utiliser ton danger pour détruire tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé pour te donner une belle vie. Emma resta silencieuse un long moment, digérant tout. Finalement, elle leva les yeux vers son père, l'air d'acier. Yeux. Que allons-nous faire? Rob sourit pour la première fois depuis des semaines. Sa fille était bel et bien son enfant. Elle ne demanda pas s'ils allaient se défendre ou pardonner. Elle demanda ce qu'ils allaient faire. Nous allons nous assurer qu'elle assume les conséquences de chacun de ses choix, dit Rob. Et nous allons nous assurer qu'elle n'ait plus jamais l'occasion de nous faire du mal. Alors que père et fille étaient assis dans leur cuisine à planifier leur projet, aucun d'eux ne savait que Diana était assise dans une chambre de motel bon marché à l'autre bout de la ville, regardant les informations sur l'arrestation de Trevor et réalisant que sa nouvelle vie soigneusement planifiée venait de virer au cauchemar. Le jeu ne faisait que commencer. Chapitre 4. Les titans du web. Diana fixait la pile de documents juridiques qui lui avaient été remise dans le confort de l'endroit où elle et Caroline s'étaient cachées pendant 3 jours. Accusation de complot au niveau fédéral, accusation de fraude au niveau de l'État, accusation de mise en danger d'enfants, la liste semblait interminable. Comment cela a-t-il pu arriver si vite? Murmura Caroline, ses vêtements de marque froissés à force de dormir dans un lit de motel bon marché. Il y a 3 jours, on gagnait. Le téléphone de Diana vibra, un appel de sa nouvelle avocate, Amanda Foster, avocate commis d'office spécialisée dans les affaires criminelles, aucun avocat privé ne voulant la défendre. Diana, il faut qu'on parle. Les preuves contre vous sont nombreuses. Ils ont des enregistrements, des relevés financiers, des témoignages et ce qu'on appelle un témoignage coopératif de votre mari. Il propose un arrangement, mais ce n'est pas bon. Quel genre d'accord? 20 ans de sécurité minimale si vous témoignez contre Trevor Walsh et fournissez des informations sur le réseau de passeports internationaux. Les mains de Diana tremblaient. 20 ans pourquoi? Je n'ai jamais vendu de passeport. Non, mais vous avez comploté pour en voler un. Vous avez participé à une fraude internationale. Vous avez mis en danger des enfants. Et il y a autre chose. L'IRS prétend que vous devez plus de 400 000 $ d'impôts sur des revenus que vous n'avez jamais déclarés lors de vos rencontres avec Trevor. Après avoir raccroché, Diana se tourna vers Caroline, le regard désespéré. Il faut qu'on parle à Rob. Il faut qu'on lui fasse comprendre que tout ça, c'était l'idée de Trevor. Caroline pleurait à nouveau. Diana, je ne pense pas que Rob soit le même homme qu'il était parti travailler 4 jours plus tôt. Je pense qu'on s'est réveillé sur un ton inquiétant. De l'autre côté de la ville,
Rob était assis dans son bureau avec Emma Louise et une nouvelle recrue, Catherine Walsh, l'ex-femme de Trevor, qui était arrivée de Colorado Springs dès qu'elle avait appris son arrestation. Catherine était une femme élégante d'une quarantaine d'années, dotée d'une force tranquille, celle d'avoir survécu à un mariage avec un sociopathe. Trevor a détruit ma vie systématiquement pendant 10 ans, leur avait-elle dit. C'est un maître manipulateur qui s'en prend aux femmes qui pensent mériter mieux que ce qu'elles ont. Diana n'est pas sa première victime, et elle n'aurait pas été la dernière. Emma se pencha en avant. Comment ça, pas sa première victime? Trevor a déjà fait ça. 3 fois, à ma connaissance. Il trouve des femmes mariées avec des maris riches, les convainc qu'elles se contentent de moins que ce qu'elles méritent, puis élabore des plans élaborés pour les aider à ruiner financièrement leur mari. Il cible généralement les hommes qui ont bâti leur fortune. Ils s'enrichissent à partir de rien, car il est plus facile de les faire passer pour des agents secrets. Louis a ouvert un dossier. Catherine nous aide à comprendre le comportement de Trevor. Il a fait ça à un chirurgien de Phoenix il y a 2 ans. Sa femme pensait s'enfuir avec Trevor et vivre dans le luxe, mais après l'avoir aidé à ruiner son mari, Trevor a disparu avec tout l'argent, la laissant sous le coup de poursuites fédérales. L'expression de Rob était glaciale. Que lui est-il arrivé? Elle purge une peine de 15 ans de prison fédérale. Son mari a divorcé, a gardé la garde de leurs enfants et a relancé son cabinet. Il s'est remarié, plus heureux que jamais. Emma s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Maman n'était donc qu'un Marc parmi tant d'autres. Elle se croyait spéciale, mais elle n'était qu'une victime de plus que Trevor pouvait utiliser et rejeter. Catherine a hoché la tête. Le schéma est toujours le même. Trevor les fait passer pour des génies du crime, comme s'ils étaient les plus intelligents qui avaient trouvé comment contourner le système. Mais en réalité, ce ne sont que les boucs émissaires. Quand tout s'effondre, Trevor a déjà transféré son argent à l'étranger et a une nouvelle identité prête. Sauf que cette fois, il ne s'est pas enfui, dit Rob avec une satisfaction froide. Non, cette fois, quelqu'un a riposté avant que Trevor ne puisse finaliser sa stratégie de sortie. Cet après-midi-là, le téléphone de Rob sonna. Le nom de Diana apparut à l'écran. Rob, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Je sais à quoi ça ressemble, mais tu dois comprendre. Je comprends parfaitement, Diana. Tu as conspiré avec un criminel pour kidnapper notre fille et voler tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu n'es pas une victime. Tu es une complice. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Trevor a dit qu'Emma serait juste retardée de quelques jours, qu'elle serait en sécurité, que tu devais juste payer un peu d'argent. Diana, Emma était bloquée dans une zone de guerre sans papier. As-tu la moindre idée de ce qui a pu lui arriver? Comprends-tu que des jeunes américaines de 18 ans disparaissent dans des endroits comme ça et qu'on ne les revoit jamais? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je veux conclure un marché, dit finalement Diana. Tu as rien de ce que je veux. J'ai des informations sur les autres opérations de Trevor. Je suis au courant de ses comptes offshore, de ses biens immobiliers, de ses autres victimes. Je peux vous aider à faire en sorte qu'il ne sorte jamais de prison. Rob resta silencieux un instant. Rendez-vous chez Rosenberg & Associates demain à 14 h. Amenez Caroline. Amenez votre avocate et Diana. Oui. Si vous tentez de vous enfuir, si vous tentez de dissimuler des biens, si vous essayez de contacter Trevor ou l'un de ses associés, je veillerai à ce que vous soyez passible de la peine maximale pour chaque accusation qu'ils pourront porter contre vous. La seule raison pour laquelle vous n'êtes pas en détention fédérale en ce moment, c'est parce que je leur ai demandé d'attendre. Ne me faites pas regretter cette décision. Le lendemain, la salle de conférence du cabinet d'avocats de Rob ressemblait à un tribunal. Diana et Caroline étaient assises d'un côté avec Amanda Foster, tandis que Rob, Emma, Louise et Catherine étaient assis de l'autre. L'inspecteur Quinn et un agent du FBI nommé Paul Rodriguez observaient de côté. Amanda Foster ouvrit sa mallette. Mes clients sont prêts à coopérer pleinement en échange de peines réduites et d'une protection. L'agent Rodriguez prit la parole en premier. Monsieur Walsh est très bavard depuis son arrestation. Il nous a fourni des détails sur ses opérations remontant à 5 ans. Il a également été très précis sur le rôle de votre cliente dans ce stratagème. Diana pâlit. Que vous a-t-il dit? Il nous a dit que le plan visant à laisser Emma Mitchell en plan était entièrement votre idée. Il dit que vous l'avez approché pour éliminer votre mari et votre fille afin de pouvoir hériter de tout sans avoir à le partager. Caroline halta.
C'est faux. Diana n'a jamais parlé d'éliminer qui que ce soit. Il nous a également dit que c'est vous, mademoiselle Parker, qui avez volé le passeport d'Emma dans ses bagages pendant l'escale à Chicago. Il a une vidéo de vous en train d'échanger ces documents. Le silence se fit. Diana fixa sa sœur avec horreur. Caroline, vous m'avez dit que vous n'aviez pas pris le passeport. Vous avez dit que les hommes de Trevor l'avaient pris à Moldova. Caroline pleurait maintenant. Diana, je suis désolé. Trevor a dit que c'était la seule solution. Il a dit que si nous ne l'aidions pas, il veillerait à ce que nous allions tous les deux en prison de toute façon. Emma se leva. Je me suis levé brusquement. J'ai besoin d'air. Rob a suivi sa fille dans le couloir, appuyé contre le mur, les poings serrés. Papa, je lui faisais confiance. Pendant que je faisais mes bagages, tante Caroline m'aidait. Elle plaisantait, prenait des photos, faisait semblant de se soucier de moi. Et pendant tout ce temps, elle prévoyait de me voler mon passeport et de me laisser en plan. Rob a passé son bras autour des épaules d'Emma. Je sais, ma chérie. Je sais que ça fait mal. Ça ne fait pas que mal, papa. Ça me met en colère. Vraiment, vraiment en colère. Lorsqu'ils sont revenus dans la salle de conférence, l'agent Rodriguez expliquait les termes de l'accord de coopération. Madame Mitchell, mademoiselle Parker, en échange de votre témoignage complet sur les opérations de Monsieur Walsh et de votre aide pour récupérer les biens qu'il a cachés, le gouvernement fédéral est prêt à recommander des peines de 12 ans pour Madame Mitchell et de 8 ans pour Madame Parker. L'avocat de Diana a pris la parole, mais Rob a levé la main. C'est la recommandation fédérale, mais je n'ai pas encore décidé si je porterai plainte contre l'enfant. Mise en danger, complot et tentative de vol. Ces accusations seraient consécutives aux peines fédérales. Diana le regarda avec désespoir. Rob, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. J'ai été stupide. J'ai été égoïste, mais je n'ai jamais voulu qu'Emma soit blessée. Emma s'avança. Tu me filmes en train de faire mes valises. Tu me regardes m'enthousiasmer pour ce voyage. Tu me prends dans tes bras pour me dire au revoir à la porte. Et tu le savais. Tu savais que je tombais dans un piège qui aurait pu me coûter la vie. Emma, tu dois comprendre. Je comprends parfaitement, dit Emma d'une voix aussi froide et autoritaire que son père. Tu étais prête à me sacrifier pour de l'argent. Tu étais prête à me laisser disparaître à l'étranger pour voler papa. Rob regarda Diana avec l'expression qu'il réservait habituellement aux criminels qu'il s'apprêtait à anéantir au tribunal. Voilà ce qui va se passer. Tu vas coopérer pleinement à toutes les enquêtes. Tu vas remettre tous les biens que tu as cachés. Tu vas purger la peine que le tribunal te prononcera. Et à ta sortie, tu resteras loin d'Emma et moi pour le reste de ta vie. Et si je ne le fais pas, je veillerai à ce que tu répondes de toutes les accusations possibles, fédérales et étatiques, et j'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour que tu purges la peine maximale dans les pires conditions possibles. Diana le fixa du regard, comprenant enfin que l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle pensait pouvoir manipuler et détruire était quelqu'un qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Tu as changé, Rob. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Le sourire de Rob était glacial. Tu as raison. L'homme que tu as épousé aurait essayé de te pardonner, aurait essayé d'arranger les choses, aurait fait passer la famille en premier. Mais cet homme est mort quand je t'ai entendu rire de la terreur de notre fille. Tu as affaire à quelqu'un qui a appris il y a longtemps que le monde est rempli de prédateurs. Et la seule façon de gérer les prédateurs est d'être un prédateur encore plus grand. Tandis que Diana et Caroline étaient emmenées par les marshals fédéraux, Rob et Emma se tenaient ensemble sur le parking. C'est fini, papa? Pas encore, ma chérie. Mais nous allons nous assurer que tout se termine bien. Emma hocha la tête, la mâchoire serrée par là. Détermination. Et maintenant? Rob regarda sa fille, brillante, forte, désormais éduquée aux dures réalités du monde, et se sentit fier de ce qu'elle était en train de devenir. Ensuite, nous nous assurons que Trevor Walsh ne fasse plus jamais de mal à une autre famille. Chapitre 5. Le chasseur devient la proie. Trevor Walsh était assis dans sa cellule fédérale, confiant que sa coopération avec le FBI lui permettrait d'obtenir une réduction de peine et, finalement, la liberté. Il avait déjà joué à ce jeu et connaissait suffisamment le système pour s'y retrouver. Ce qu'il ignorait, c'est que Rob Mitchell avait passé la semaine précédente à détruire systématiquement toutes les échappatoires que Trevor avait jamais créées.
Marcus Reed était assis en face de Rob dans un box privé d'un restaurant de grillade haut de gamme, glissant une épaisse enveloppe sur la table. Votre garçon Trevor a été très occupé. 12 comptes offshore, des propriétés dans 6 pays et un réseau de fausses identités remontant à une décennie. Mais voilà le plus intéressant, il a écrémé ses propres clients. Rob ouvrit l'enveloppe et étudia des photos et des documents financiers. Quel genre de clients? Ceux qui n'aiment pas se faire voler. Des trafiquants d'armes, des trafiquants d'êtres humains, des cartels de la drogue. Trevor utilisait leur argent pour financer ses petites arnaques sentimentales, pensant qu'il ne le découvrirait jamais. Mais les gens parlent en prison, et certains anciens partenaires de Trevor s'intéressent de plus en plus à la destination de leur argent. Emma leva les yeux de son ordinateur portable où elle effectuait des recherches en droit international. Papa, l'accord de coopération de Trevor l'oblige à témoigner sur ses comptes offshore. S'il les admet, cela ne révélera-t-il pas ses vols aux autres criminels? Rob sourit d'un air sombre. C'est exactement ce que cela fera. Pendant ce temps, Diana apprenait que la prison fédérale n'était pas les établissements à sécurité minimale qu'elle imaginait. Sa compagne de cellule était une femme nommée Rosa Gutiérrez, condamnée pour avoir dirigé un réseau d'usurpation d'identité de plusieurs millions de dollars et qui avait des opinions très tranchées sur les femmes qui mettaient en danger les enfants. Alors, tu as aidé un homme à kidnapper ta propre fille, demanda Rosa, la voix imprégnée du ton de quelqu'un qui avait grandi dans la rue, où la loyauté familiale était primordiale. Ce n'était pas un enlèvement, c'est juste que je n'aurais jamais cru qu'elle serait vraiment en danger. Le rire de Rose était rauque. Madame, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, mais je n'ai jamais rien fait qui puisse mettre mes enfants en danger. Vous savez ce qui arrive aux gens comme vous ici. Diana allait bientôt l'apprendre. La nouvelle se répandit rapidement dans le centre pour femmes, l'une des nouvelles détenues avait trahi son propre enfant pour de l'argent. Les femmes qui avaient combattu dans des guerres de gangs, tué des gens, commis tous les crimes imaginables, avaient toujours une règle inviolable, on protège les enfants, surtout les siens. À la fin de sa première semaine, Diana avait été agressée à 2 reprises, son compte à l'Economa avait été vidé par d'autres détenus et les gardiens l'avaient informé qu'elle était placée en détention préventive pour sa propre sécurité. L'expérience de Caroline dans le centre de sécurité minimale fut différente, mais tout aussi dévastatrice. Parmi les autres criminels en col blanc chez qui elle était hébergée figuraient plusieurs femmes victimes de prédateurs financiers, comme Trevor. Lorsqu'ils apprirent que Caroline avait aidé à cibler la fille d'une autre mère, ils lui rendirent la vie systématiquement misérable, d'une manière que les gardiens ne pouvaient ni empêcher ni punir. De retour à Denver, Rob reçut un appel de l'agent Rodriguez. Mitchell, nous avons un problème. Walsh refuse de coopérer si nous ne lui garantissons pas la protection des témoins et une relocalisation après sa peine. De quoi a-t-il peur? Apparemment, son accord de coopération a été connu. Certains de ses anciens clients ont mis une prime sur sa tête. Il prétend avoir besoin de protection pour témoigner. L'expression de Rob était celle d'un prédateur. Agent Rodriguez, j'ai peut-être une solution à votre problème. Je vous écoute. Et si Trevor Walsh décidait que coopérer n'était finalement pas dans son intérêt? Et s'il retirait son accord de plaidoyer et décidait de tenter sa chance au procès? Ce serait un désastre pour notre affaire. Nous avons besoin de son témoignage pour poursuivre le complot international. Non, vous avez besoin de ces informations. Son témoignage n'est qu'un moyen d'y parvenir. 2 jours plus tard, Trevor recevait la visite de son avocat, qui lui apportait des nouvelles inquiétantes. Trevor, quelqu'un a diffusé des informations sur votre accord de coopération. La rumeur court que vous témoignez contre des organisations criminelles internationales. Mes sources au sein du système fédéral affirment que des personnes très dangereuses ont demandé votre localisation. Trevor blêmit. Quel genre d'enquête? Celle qui suggère que vos anciens partenaires commerciaux souhaitent vous parler d'argent disparu. Je dois annuler mon accord de coopération. Je dois retourner me battre contre les accusations. Trevor, si vous faites cela, vous risquez la prison à vie. Les preuves contre vous sont accablantes. Je préfère passer la prison à vie que 5 minutes en prison avec des gens qui veulent ma mort. Ce que Trevor ignorait, c'est que son avocat, David Shane, avait été contacté par Rob Mitchell 3 jours plus tôt. Shane était un bon avocat, mais c'était aussi un homme pragmatique qui comprenait que parfois, laisser les criminels s'entretuer sert les intérêts de la justice. La conversation avait été simple. Monsieur Shane, votre client va retirer son accord de coopération et contester les accusations.
Je veillerai à ce qu'il soit alors confronté à toutes les accusations possibles et aux peines les plus sévères. En retour, une fois tout cela terminé, je me souviendrai de votre aide précieuse dans une période difficile. Sean comprenait la menace et la promesse implicite. On lui offrait le choix d'être du côté des gagnants ou des perdants. Lorsque Trevor a retiré son accord de coopération, les procureurs fédéraux étaient furieux, mais ils disposaient de suffisamment de preuves pour poursuivre sans lui. Plus important encore, ils n'avaient plus aucune obligation de le protéger. Emma, assise dans le bureau de son père, regardait les reportages sur les manœuvres judiciaires de Trevor. « Papa, cela ne va-t-il pas rendre sa condamnation plus difficile ? » ?»« Non, mon chéri. Cela va rendre sa survie plus difficile. » »« Comment ça ? » ?»« Trevor Walsh vole des personnes très dangereuses depuis des années. Sa seule survie était son accord de coopération avec le FBI. Maintenant qu'il a retiré sa coopération, il n'est plus qu'un prisonnier fédéral de plus qui doit de l'argent à des gens qui refusent de lui pardonner ses dettes. Emma resta silencieuse un instant. Tu dis qu'il va être tué en prison. Je dis que ceux qui trahissent leur famille, qui mettent leurs enfants en danger, qui construisent leur vie en détruisant les autres, finissent par subir les conséquences de leur choix. Parfois, ces conséquences viennent du système judiciaire. Parfois, elles viennent d'autres sources. Et ça te va ? Rob regarda sa fille avec l'expression d'un homme qui a appris que le monde n'est pas un endroit où les bonnes intentions comptent autant que les résultats. Emma, ta mère et Trevor Walsh étaient prêts à te voir disparaître à jamais pour de l'argent. Ils étaient prêts à te laisser être victime de trafic, assassiné, ou pire, tant que cela servait leurs intérêts. Je ne vais pas perdre le sommeil à cause de ce qui leur arrivera à cause de leur propre choix. Emma hocha lentement la tête. Elle avait 18 ans, était brillante et apprenait rapidement que le monde des adultes était bien plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Mais elle était aussi la fille de son père et elle comprenait la justice d'une manière que les manuels scolaires ne pouvaient pas enseigner. 3 semaines plus tard, Trevor Walsh était retrouvé mort dans sa cellule fédérale. La cause officielle du décès était le suicide. Il s'était apparemment pendu avec des draps après avoir reçu une lettre détaillant précisément comment ses anciens clients comptaient recouvrer leurs dettes. La lettre n'a jamais été retrouvée, et l'enquête a conclu que Trevor avait préféré se suicider plutôt que d'affronter la perspective de passer des décennies en prison, sachant que de puissants ennemis voulaient sa mort. Rob a appris la nouvelle alors qu'il dînait avec Emma dans leur restaurant préféré. Il lui a montré le titre sur son téléphone sans émotion. « Est-ce mal que je ne me sente pas mal à ce sujet ?» demanda Emma, « Ce serait mal que tu le fasses. Mais un soulagement que quelqu'un qui voulait détruire notre famille ne puisse faire de mal à personne d'autre. Ce n'est pas ça. C'était faux. C'est l'instinct de survie. » Emma regarda son père avec un respect et une compréhension nouveaux. « Tu avais planifié ça, n'est-ce pas ? Tu t'es assuré qu'il ne puisse pas coopérer. » Sachant ce qui allait arriver, Rob soutint le regard de sa fille sans sourciller. « J'ai veillé à ce qu'un homme qui a bâti sa vie en détruisant des familles subisse les conséquences naturelles de ses choix. Le monde est plein de prédateurs, Emma. La seule façon de protéger ceux qu'on aime est de s'assurer que les prédateurs comprennent que s'en prendre à sa famille est la dernière erreur qu'ils commettront. Et maman et tante Caroline ? Elles aussi ont fait leur choix. Elles purgeront leur peine, et à leur sortie, elles devront vivre avec le fait d'avoir détruit leur propre famille pour de l'argent qu'elles n'ont jamais pu dépenser. » Emma hocha la tête, comprenant que son père lui avait donné une leçon qu'aucune école ne pouvait lui donner. Dans un monde où l'on s'en prenait aux enfants pour le profit, la pitié était un luxe qui pouvait vous coûter la vie. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Alors qu'elle se dirigeait vers leur voiture, Emma elle réalisa que son père lui avait montré quelque chose d'important. Parfois, protéger les gens qu'on aime exige de devenir quelqu'un que les autres pourraient craindre, et parfois, c'était exactement ce qu'il fallait être. Chapitre 6. Boucler la boucle. 6 mois après la mort de Trevor Walsh, Diana Mitchell était assise au parloir de l'établissement correctionnel fédéral d'Alderson, en Virginie-Occidentale, fixant Emma de l'autre côté de la table. C'était leur première conversation en face à face depuis le jour où Emma était partie pour Aldova. Emma avait fait 8 heures de route depuis l'université de Stanford, où elle excellait dans ses études de droit, pour avoir cette conversation. Elle paraissait plus âgée que ses 18 ans, avec ce calme qui vient du fait d'avoir survécu à une trahison et d'en être ressortie plus forte. « Tu es belle » dit Diana d'une voix tremblante. La prison l'avait considérablement vieillie.
Ses cheveux blonds laissaient maintenant apparaître des racines grises, et les coûteux traitements de peau qui lui avaient permis de conserver son apparence jeune n'étaient plus qu'un lointain souvenir. « Merci », répondit Emma poliment. « Comment vous adaptez-vous à cette situation ?» Diana fit un geste ironique autour du parloir. « Qu'en pensez-vous ? Je suis passé d'une maison de 2,8 millions de dollars à une cellule partagée avec une femme qui a tué son petit ami trafiquant de drogue. Je suis passé des déjeuners au country club à la cantine et aux exercices de confinement. » L'expression d'Emma resta neutre. « Ça doit être difficile. Emma, tu dois comprendre. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessée. Je pensais que Trevor avait tout planifié à la perfection. Je pensais que tu serais juste retardé de quelques jours, peut-être un peu effrayé, et qu'ensuite tout s'arrangerait. » S'entraîner comment, exactement ? La voix d'Emma portait une pointe de la force de son père. « Entraîne-toi avec moi, coincé dans une zone de guerre, pendant que toi et Trevor voliez tout ce que papa avait construit. » Le sang-froid de Diana se brisa. « Nous ne volions pas. Nous prenions ce que je méritais. As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'être marié à un homme qui se croit supérieur à toi parce qu'il a grandi dans la pauvreté et a dû travailler pour tout ? Ton père m'a fait me sentir petite chaque jour de notre mariage. » Emma se pencha en avant. « Papa ne t'a jamais fait te sentir petite, maman. Il te donnait l'impression de devoir travailler pour obtenir des choses au lieu de simplement les prendre. Il y a une différence. Tu ne comprends pas. Tu as toujours été la petite fille à papa. Tu n'as jamais vu comment il me regardait comme si j'étais juste un joli accessoire acquis grâce à son succès. C'était pour ça que tu étais prête à me sacrifier ? Parce que tu te sentais sous-estimée. » Diana pleurait. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Trevor a dit qu'il avait des gens à Moldova qui veilleraient sur ta sécurité. Qui garderaient ton passeport quelques jours pendant que ton père liquidait des biens. Tu n'étais jamais censé être en réel danger. » Le rire d'Emma était froid, rappelant étrangement celui de son père. « Maman, comprends-tu comment est Moldova en ce moment ? Sais-tu ce qui arrive aux jeunes Américaines qui disparaissent dans des pays comme ça ? J'aurais pu être victime de trafic, assassinée, ou pire. Et tu pensais que c'était un risque acceptable pour de l'argent. Je pensais, tu te trompais sur tout. » Emma s'est levée. « Je suis venue ici pour voir s'il restait quelque chose de la mère que j'aimais. Si une part de toi regrettait ce que tu as fait à ta propre fille. » Diana leva les yeux avec un espoir désespéré. « Emma, je le regrette. Je regrette tout. J'ai commis de terribles erreurs, mais je suis toujours ta mère. On peut reconstruire notre relation. Quand je sortirai, quand tu sortiras dans 10 ans, j'aurai 28 ans. Je serai probablement marié, j'aurai peut-être des enfants, et je ne te laisserai jamais approcher de ma famille. » Le visage de Diana devint blanc. « Tu ne peux pas être sérieuse. » « Je le pense totalement. Tu as violé la confiance la plus fondamentale qui existe. La confiance entre une mère et son enfant. Tu as préféré l'argent à ma sécurité, ta cupidité à ma vie. Il n'y a pas de retour en arrière possible. » Emma prit son sac à main et se leva pour partir, puis s'arrêta et regarda sa mère une dernière fois. « Tu sais le plus triste ? Papa t'aurait donné tout ce que tu voulais si tu lui avais simplement demandé. Il t'aimait suffisamment pour te confier la vie de sa fille, son œuvre, tout ce qui lui tenait à cœur. Et tu as tout gâché pour un fantasme d'argent facile avec un criminel qui ne te voyait qu'une autre proie. » Alors qu'Emma se dirigeait vers la sortie, Diana l'appela. « Emma, s'il te plaît. Je suis ta mère. » Emma s'arrêta et se retourna, l'expression mêlant tristesse et détermination. « Non, tu ne le es pas. Ma mère est morte le jour où elle a décidé que j'étais sacrifiable. » Pendant ce temps, Caroline Parker découvrait que la prison à sécurité minimale était un véritable enfer. Contrairement à Diana, qui avait affaire à des criminels violents au code d'honneur pervers, Caroline était entourée de criminels en col blanc qui comprenaient parfaitement ce qu'elle avait fait et le trouvaient personnellement offensant. Sa compagne de cellule, Patricia Vance, était une ancienne conseillère financière condamnée pour détournement de fonds auprès de clients âgés. Même elle était esséurée par le rôle de Caroline dans la conspiration. « Au moins, j'ai volé des inconnus, » dit Patricia un soir alors qu'elle préparait Lights Out. On contribue à détruire sa propre famille, sa propre nièce. Quel genre de personne fait ça ? Caroline se posait la même question depuis des mois. La réponse devenait de plus en plus claire. Le genre de personne qui avait toujours vécu dans l'ombre de sa sœur,
qui s'était toujours sentie méritante. Plus que ce qu'elle avait gagné, prête à tout pour enfin être celle qui compte dans le plan de quelqu'un. Elle avait reçu une lettre de Diana depuis leur incarcération, pleine d'apitoiement sur elle-même et de reproches envers tout le monde sauf eux-mêmes. Caroline l'avait jetée sans la terminer. Elle commençait à comprendre que sa sœur l'avait utilisée aussi impitoyablement que Trevor les avait utilisés tous les deux. De retour à Denver, Rob construisait une nouvelle vie avec Emma. Il avait vendu la maison où Diana avait trahi leur famille et acheté une maison plus petite et plus sûre dans un quartier où sa réputation d'avocat garantissait leur intimité. Emma partageait son temps entre Stanford et Denver, excellant dans ses études tout en apprenant des leçons pratiques sur le droit, la justice et la survie qu'aucune salle de classe ne pouvait offrir. Luis Moreno était devenu bien plus qu'un enquêteur pour Rob. Il était devenu un conseiller de confiance qui l'aidait à comprendre les menaces constantes pesant sur leur sécurité. Certains anciens associés de Trevor étaient toujours portés disparus, et certains membres de la famille de Diana avaient évoqué le fait de faire appel de sa condamnation. Votre ex-femme, sa mère, a appelé les journalistes, a rapporté Louise lors d'une de leurs réunions hebdomadaires. Elle affirme que Diana a été contrainte par Trevor à dire qu'elle est en réalité une victime manipulée pour trahir sa famille. Le visage de Rob s'est assombri. Eleanor a toujours laissé libre cours aux pires pulsions de Diana. Que espère-t-elle accomplir? Probablement essayer de susciter la sympathie du public pour un appel. Peut-être espérer vous forcer à fournir une référence de moralité pour l'audience de détermination de la peine de Diana. Ça n'arrivera pas. Emma leva les yeux de ses livres de droit. En fait, papa, peut-être que oui. Rob et Louise la fixèrent du regard. Que veux-tu dire? Je veux dire, peut-être que tu devrais témoigner à l'audience de détermination de la peine de maman. Non pas pour l'aider, mais pour t'assurer que le juge comprenne exactement ce qu'elle a fait et pourquoi elle mérite la peine maximale. Rob réfléchit à la question. Tu veux que je fasse une déclaration sur les conséquences pour la victime? Je veux que tu t'assures que tout le monde comprenne qu'il ne s'agit pas d'un crime passionnel ou d'un moment de faiblesse. C'était un complot calculé à long terme pour détruire notre famille. Le tribunal doit. Je vous entends bien. 3 semaines plus tard, Rob se tenait devant un tribunal fédéral et a prononcé une déclaration sur les conséquences pour la victime, laissant la galerie silencieuse et l'accusé en larmes. Votre honneur, Diana Mitchell n'a pas seulement commis une fraude ou une conspiration. Elle a commis la trahison ultime du lien sacré entre parents et enfants. Elle a regardé notre fille de 18 ans et a décidé que sa vie était un risque acceptable pour un gain financier. Elle a collaboré avec un criminel de carrière pour abandonner Emma dans un pays étranger dangereux sans papier, sachant que de jeunes américaines disparaissent dans de tels endroits et ne sont jamais revues. La voix de Rob était ferme, maîtrisée, mais portait une fureur à peine contenue. Emma est en vie aujourd'hui, non pas grâce à ce que sa mère a fait pour la protéger, mais malgré tout ce qu'elle a fait pour la mettre en danger. L'accusé n'a manifesté aucun remords sincère, aucune réelle compréhension de l'ampleur de sa trahison, et aucune reconnaissance du fait qu'elle a détruit sa propre famille pour de l'argent qu'elle n'a même jamais reçu. Il s'est tourné vers Diana, qui pleurait en silence à la table de l'accusé. J'ai demandé à ce tribunal de ne pas considérer uniquement l'aspect financier. Les crimes commis par Diana constituent une violation fondamentale de la confiance humaine. Cette femme était prête à sacrifier son propre enfant pour le profit. Si elle est capable de ça, elle est capable de tout. Le juge a condamné Diana à la peine maximale recommandée, soit 15 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 10 ans. Caroline a été condamnée à 8 ans, également sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. En quittant le tribunal, Emma marchait aux côtés de son père avec une satisfaction silencieuse. Pensez-vous qu'ils comprendront un jour ce qu'ils ont vraiment fait? Demanda-t-elle. Je ne pense pas qu'ils soient capables de comprendre, répondit Rob. Ils passeront leur temps en prison à s'apitoyer sur leur sort et à blâmer les autres pour leur choix. Mais comprendre cela exige un niveau de conscience de soi qu'ils n'ont jamais démontré. Et nous? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rob passa un bras autour des épaules de sa fille. Maintenant, on vit bien. On construit quelque chose de bien. On s'assure que ce qu'ils ont essayé de détruire devienne plus fort que jamais. Emma sourit. J'aime ce plan. En rentrant chez eux, père et fille comprirent qu'ils avaient appris des leçons sur la confiance, la trahison et la survie qui leur serviraient toute leur vie. Ils découvrirent que la famille ne se résumait pas au lien du sang. C'étaient des gens qui se protégeraient mutuellement quoi qu'il arrive.
Ils avaient aussi appris que certaines trahisons étaient impardonnables et que la clémence accordée à ceux qui détruisaient des enfants n'était qu'une autre forme de complicité avec le mal. Plus important encore, ils avaient appris que lorsque des prédateurs ciblent votre famille, la seule réponse appropriée est de s'assurer qu'il n'ait jamais l'occasion de cibler quelqu'un d'autre. Rob Mitchell avait tenu sa promesse. Il n'avait jamais pardonné, jamais oublié et jamais permis aux personnes qui avaient trahi sa famille d'échapper aux conséquences de leur choix. Et Emma Mitchell avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. Parfois, protéger les gens qu'on aime exige de devenir quelqu'un que d'autres pourraient craindre. C'était une leçon qu'elle emporterait avec elle à la faculté de droit, dans sa carrière et dans la famille qu'elle fonderait un jour. Une famille qui ne serait jamais vulnérable aux prédateurs, car elle saurait les reconnaître, les combattre et les détruire si nécessaire. Chapitre 7. Écho de la justice. 2 ans après la condamnation, Rob Mitchell se tenait dans son nouveau cabinet, contemplant le panorama de Denver. Sa pratique avait évolué depuis la trahison. Il se spécialisait désormais dans les affaires de fraude familiale, d'enlèvement parental et de crimes contre les enfants. Le bruit s'était répandu dans les milieux juridiques que Rob Mitchell était l'avocat qu'on appelait quand on avait pris sa famille pour cible et que le système n'évoluait pas assez vite. Emma était en 3e année à Stanford, avec une double spécialisation en droit et en relations internationales. Elle appelait tous les dimanches et leur conversation avait évolué, passant d'un père réconfortant sa fille à 2 juristes discutant de stratégie et de justice. « Papa, je pensais écrire mon mémoire de fin d'études sur les affaires d'enlèvement parental international », avait dit Emma lors de leur dernier appel. Plus précisément sur la façon dont les criminels nationaux utilisent les juridictions étrangères pour terroriser. Famille. C'est un bon sujet. Quelle est votre thèse ? Selon laquelle le cadre juridique actuel est inadéquat, car il présuppose la bonne foi de toutes les parties. Il ne prend pas en compte les cas où un parent collabore avec des criminels internationaux pour éliminer définitivement l'autre parent et ses enfants. Rob sourit avec fierté. Sa fille avait hérité de son esprit d'analyse et de sa compréhension du monde peuplé de prédateurs qui comptaient sur la naïveté de leurs victimes quant à leur méthode. Avez-vous envisagé d'inclure votre propre cas dans l'étude ? En fait, oui, mais pas comme une histoire de victime. Comme une étude de cas sur la façon dont les familles peuvent riposter lorsque les forces de l'ordre traditionnelles ne suffisent pas. Cet après-midi-là, Rob reçut une visite inattendue. L'inspectrice Sarah Quinn frappa à la porte de son bureau, portant un épais dossier. « Monsieur Mitchell, je voulais vous informer d'une découverte concernant le réseau de Trevor Walsh. » Rob lui fit signe de s'asseoir. « Je pensais que l'affaire était close à la mort de Trevor. » L'affaire Trevor Walsh est close, mais son réseau était plus vaste que nous le pensions. Nous traquons ses associés depuis 2 ans et avons découvert quelque chose d'inquiétant. L'inspectrice Quinn ouvrit son dossier et étala photos et documents. Trevor ne se contentait pas de se livrer à des escroqueries sentimentales. Il faisait partie d'un réseau international spécialisé dans ce qu'ils appelaient des services de dissolution familiale. Il ciblait les familles aisées, corrompait un membre, créait une crise forçant la famille à liquider ses biens, puis disparaissait avec l'argent, laissant le membre corrompu subir les conséquences juridiques. Rob étudia les documents avec une colère grandissante. Combien de familles ? Au moins 17 au cours des 5 dernières années. Des hommes d'affaires prospères, des médecins, des avocats, tous ciblés par l'intermédiaire de leurs épouses ou de leurs enfants adultes. Le schéma était toujours le même, créer une fausse crise impliquant des voyages, forcer la liquidation rapide des biens, puis disparaître pendant que le membre corrompu de la famille était accusé de fraude. Et laissez-moi deviner, les associés de Trevor sont toujours en activité. 3 d'entre eux travaillent désormais depuis Miami et ciblent des familles en Floride et dans les Caraïbes. Le FBI veut les démanteler, mais il a besoin de quelqu'un qui comprenne le schéma, quelqu'un qui l'a vu du point de vue de la victime. Rob se laissa aller dans son fauteuil. Vous voulez que je vous aide ? Je veux que vous le fassiez. Je vous conseille de me renseigner sur l'enquête. Votre expérience des méthodes de Trevor, votre compréhension de la façon dont il manipule les familles pourrait être précieuse. Ce soir-là, Rob a appelé Emma pour discuter de cette opportunité. Papa, tu dois le faire. Combien d'autres familles vont être détruites si ces gens ne sont pas arrêtés ? Cela impliquerait de voyager, de me mettre peut-être en danger. Cela signifierait que tu serais encore plus exposé. Le rire d'Emma était fort et confiant. Papa, je ne suis plus la jeune fille de 18 ans effrayée qui s'est retrouvée coincée à Moldova. Je suis une femme de 20 ans qui a passé 2 ans à apprendre à reconnaître les prédateurs et à se défendre. De plus,
je serai entouré d'agents fédéraux et de la sécurité du campus. Je pense pouvoir gérer la situation. Et tu penses que je devrais aider à traquer le reste du réseau de Trevor? Je pense que tu devrais t'assurer qu'aucune autre fille ne subisse ce que j'ai vécu. Je pense que tu devrais t'assurer qu'aucun autre père n'ait à choisir entre son travail et la sécurité de son enfant. 3 semaines plus tard, Rob se retrouvait à Miami, travaillant avec une équipe conjointe du FBI à qui avait-il traqué les vestiges de l'organisation de Trevor. Les 3 membres restants du réseau étaient Marcus Val, l'ancien gestionnaire de fonds de Trevor, Rebecca Santos, une femme spécialisée dans la corruption d'épouses et de filles, et David Kim, qui gérait la logistique internationale des transferts d'argent et de personnes. Le FBI avait recueilli des renseignements selon lesquels le trio préparait sa plus grande opération à ce jour, ciblant la famille d'un éminent chirurgien de Miami dont l'épouse avait des dettes de jeu et dont le fils, en âge d'aller à l'université, avait été recruté par Rebecca Santos. L'agent Rodriguez, qui avait travaillé sur l'affaire initiale de Trevor Walsh, a informé Rob de l'opération en cours. Le docteur Anthony Rivera est un chirurgien cardiaque dont le patrimoine s'élève à environ 8 millions de dollars. Sa femme, Maria, a accumulé des dettes de jeu d'environ 200 000 dollars qu'elle cache à son mari. Leur fils, Miguel, est étudiant en 2e année à l'université de Miami et fréquente Rebecca Santos depuis 3 mois, bien qu'il la connaisse sous le nom de Sofia Martinez, étudiante diplômée en commerce international. Rob a étudié les photos de famille. Quel est le scénario de crise? Miguel est censé se rendre au Costa Rica pour un projet de recherche que Rebecca a arrangé. Une fois sur place, son passeport disparaîtra et il sera arrêté pour trafic de drogue, une accusation que les associés de Rebecca organiseront. Maria proposera alors à son mari de liquider ses biens afin de financer la défense juridique et le sauvetage de Miguel. Et le véritable plan, la disparition définitive de Miguel. Maria est accusée de fraude pour la liquidation de ses biens. Le docteur Rivera perd tout, et probablement sa licence médicale. Rebecca, Marcus et David se partagent l'argent et passent à la famille suivante. Rob sentit sa colère monter. Combien de temps avons-nous? Miguel doit partir pour le Costa Rica dans 5 jours. Il faut ensuite agir vite. L'opération nécessitait une coordination minutieuse. Le FBI ne pouvait pas simplement arrêter le trio sans preuve solide de leurs crimes actuels, et il ne pouvait pas non plus avertir la famille Rivera sans risquer de faire disparaître à nouveau les criminels. Le rôle de Rob était d'approcher le docteur Rivera et de lui expliquer la situation de manière à obtenir sa coopération sans alerter sa femme et son fils qu'ils étaient sous surveillance. La rencontre eut lieu dans le bureau du docteur Rivera à l'hôpital général de Miami. Anthony Rivera était un homme d'une 50aine d'années. Avec le genre de comportement précis et contrôlé qui résulte de décisions de vie ou de mort prises pendant des années. Docteur Rivera, je vais vous dire quelque chose qui sera difficile à entendre, mais je veux que vous compreniez que votre famille est en danger immédiat. Rob a expliqué le complot méthodiquement, montrant au docteur Rivera les preuves des dettes de jeu de sa femme, la relation de son fils avec un criminel notoire et le voyage de recherche prévu qui était en fait un projet d'enlèvement. Le docteur Rivera écoutait avec une horreur et une colère croissante. Vous me dites que ma femme me ment depuis des mois et que mon fils sort avec une femme qui envisage de le faire assassiner? Je vous dis que votre famille a été ciblée par des criminels professionnels qui ont fait cela à 17 autres familles. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons les arrêter. La mauvaise nouvelle, c'est que cela vous obligera à faire des choix très difficiles concernant votre femme et votre fils. Quel choix? Votre femme devra avouer son addiction au jeu et son rôle dans ce complot. Votre fils devra coopérer avec les agents fédéraux pour rassembler des preuves contre Rebecca Santos, et vous? Il faut se préparer à l'éventualité que votre famille ne soit plus jamais la même après cela. Le docteur Rivera resta silencieux un long moment. Monsieur Mitchell, si je ne coopère pas, qu'arrivera-t-il à Miguel? Il disparaîtra au Costa Rica et on ne le reverra plus jamais. Et si je coopère, votre fils vivra, les criminels iront en prison et votre famille aura une chance de se reconstruire sur la vérité plutôt que sur le mensonge. Ce n'est pas vraiment un choix, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Les 4 jours suivants furent une orchestration minutieuse de surveillance, d'enregistrement téléphonique et d'interaction contrôlée. Miguel Rivera, une fois qu'il comprit que sa petite amie était en réalité une criminelle qui planifiait son meurtre, accepta de porter des enregistreurs lors de ses rencontres avec Rebecca Santos. Maria Rivera, confrontée aux preuves de son addiction au jeu et à la menace qui pesait sur la vie de son fils, s'effondra et avoua tout aux agents fédéraux. Les enregistrements obtenus par Miguel furent accablants. Rebecca Santos,
pensant parler à une étudiante naïve, détailla tout le plan, y compris le meurtre planifié de Miguel, les fausses accusations de drogue et la façon dont ses parents seraient manipulés pour liquider leurs biens. Le 5e jour, alors que Miguel était censé monter à bord de son vol vers le Costa Rica, les agents fédéraux ont plutôt arrêté Rebecca Santos, Marcus Val et David Kim dans des raids coordonnés à Miami. Les preuves récupérées de leurs ordinateurs et de leurs communications ont révélé la portée complète de leurs opérations. Pas seulement les 17 familles dont Rock avait été raconté, mais 23 familles à travers les États-Unis, le Mexique et l'Amérique centrale. Le réseau avait été responsable d'au moins 12 meurtres, dont plusieurs enfants qui avaient été éliminés lorsque leurs parents ne pouvaient pas ou ne liquideraient pas des actifs suffisants. Rob se tenait dans le bureau de terrain du FBI, regardant les 3 criminels étaient traités pour la réservation. L'agent Rodriguez l'a rejoint à la fenêtre d'observation. « Vous avez fait du bon travail, Mitchell. Ces 3 auraient détruit la famille Rivera et passeraient à l'objectif suivant. Maintenant, ils passeront le reste de leur vie en prison fédérale. Combien d'autres réseaux comme celui-ci fonctionnent? Nous ne savons pas. Mais nous avons appris quelque chose d'important de cette opération. Avoir quelqu'un qui a survécu à ce genre d'attaque, quelqu'un qui comprend comment ils pensent et fonctionnent fait toute la différence en les arrêtant. » Ce soir-là, Rob a appelé Emma de son chambre d'hôtel pour la mettre à jour sur les arrestations. « Papa, je suis fier de toi. Vous avez transformé ce qui est arrivé à notre famille en quelque chose qui protégeait d'autres familles. Nous l'avons transformé en quelque chose de protecteur, ma chérie. Il s'agissait toujours de s'assurer que les autres ne traversent pas ce que nous avons vécu. Avez-vous entendu parler de maman ou tante Caroline ces derniers temps? » L'expression de Rob s'est endurcie. « Votre tante Caroline a envoyé une lettre le mois dernier demandant de l'argent pour les dépenses de commissaire. Je l'ai jetée sans lire le tout. Et maman, ta mère écrit de temps en temps. Les lettres sont toujours les mêmes. Selon l'apitoiement, blâme pour tout le monde. Prétend qu'elle a trouvé Dieu ou trouvé une thérapie ou trouvé une autre.